Aujourd'hui, on est là justement pour échanger un petit peu. On a l'opportunité d'avoir des personnes trans, non-binaires et cisgenres parce que c'est important que justement on ait à la fois le vécu des personnes trans et non-binaires au sein d'une structure, des structures culturelles, et aussi des personnes cisgenres qui sont dans les milieux culturels pour voir de quoi les personnes, comme nous d'ailleurs, on aurait besoin pour pouvoir accueillir des personnes trans et se sentir à l'aise avec les personnes trans et non-binaires. Donc nous avons avec nous aujourd'hui Alary, Maud, Lou, Francesca et Lee. Donc je vous laisse la parole pour vous présenter pour commencer. Après, j'ai préparé des petites questions. Alors l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse échanger. Donc moi, je vais poser des questions pour qu'on puisse ouvrir le dialogue. Et puis le but, c'est que vous puissiez aussi poser des questions si vous le souhaitez ou donner des commentaires, dire des remarques, etc. Mais d'abord, on fait un petit tour de présentation. Donc Alary, à toi la parole. Alors, je m'appelle Alary, j'ai 22 ans, je suis une femme trans, danseuse, artiste, performeuse. Et voilà, je pense que c'est suffisant pour l'instant. Merci Alary. Merci, moi c'est Aude. Mon pronom c'est Yel et ça veut dire que je me considère comme profondément non-binaire. Et quel que soit l'aspect extérieur, voilà, pour moi c'est dans cette question d'identité que je me sens bien. Et je suis au croisement de 2-3 disciplines et je peux parler en tant que danseuse, comment j'ai évolué. Maintenant j'ai 45 ans et je suis arrivée à Marseille en 2018 et avant j'étais à Berlin où j'ai pu mieux déconstruire mes idées qu'on m'avait inculquées enfant. Et les autres domaines où j'ai pas mal d'expérience, c'est en littérature et en traduction. Voilà, merci. Merci. Moi c'est Lou, mes pronoms c'est elle et Yel. Et je suis artiste, je fais de la performance et je travaille autour de l'écriture et de la danse aussi. Et voilà, je fais aussi de la médiation, j'anime des ateliers et je fais aussi d'autres choses. Mais voilà. Hello, hello. Donc, moi c'est Francesca Ziviani. Je suis danseuse, interprète depuis longtemps et j'ai aussi ma compagnie. Et je suis vraiment intéressée aussi par ces tables rondes parce que je donne beaucoup d'ateliers en ce moment et je me pose vraiment beaucoup de questions de comment utiliser le langage pour ne pas blesser les gens. Parfois, des fois, comme on fait des groupes de femmes et d'hommes, je sens que ça peut blesser des gens qui ne se sont pas divisés des groupes comme ça. Du coup, je trouve que cette table ronde va me permettre aussi de comprendre comment ouvrir mon langage et aussi avoir des propositions, des échanges. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lee, mon pronom c'est Yel, je suis non-binaire et je gère l'association Transat, qui est une association de personnes trans et non-binaires qui est basée à Marseille et à Avignon, qui a aussi des activités à Aix et à Martigues. Voilà, donc on est une asso de défense des droits des personnes trans. On fait donc, effectivement en partenariat avec la compagnie SES, on propose un espace d'expression corporelle au centre GZT. Mais on propose aussi plein d'autres choses, notamment des groupes de parole en non-mixité trans, donc dans toutes les villes que j'ai citées, des accompagnements pour les proches, de l'accompagnement social, orientation pour les démarches administratives, médicales, un lien avec le réseau de soignants et de l'aide dans les démarches juridiques de plaidoyer et lutte contre les discriminations de façon générale. Et on fait pas mal de formations, sensibilisation sur les transidentités, donc en milieu scolaire, mais aussi pour les professionnels de santé, du social et bien sûr pour le grand public. On a une méthodologie qui est basée sur les méthodes donc, de l'éducation populaire. On a vraiment à cœur de transmettre des outils accessibles à tous pour lutter contre la transphobie. Et d'ailleurs, Lee est intervenu lors de cet échange des pratiques, justement avec nos partenaires européens, parce qu'on trouve ça très important qu'on commence
par des bases un peu sur qu'est-ce que c'est que la transidentité, et comment on peut, qu'est-ce que c'est la non-binarité, et comment on peut cohabiter, comment on peut dialoguer avec ça. Et on va vite le découvrir que le langage, justement, c'est quelque chose à apprendre, à faire attention, parce que c'est à partir de là, c'est le langage qui génère la souffrance. Et c'est une grosse source de souffrance, d'où l'importance de faire attention à ce que l'on dit et à comment on le dit. Mais donc, si nous allons continuer avec les questions, donc ça c'est une première question qui est surtout pour les artistes trans et non-binaires. Quelle est votre expérience dans les milieux culturels en tant que personne trans ou non-binaire? Et définir du coup le cadre professionnel dans lequel vous êtes, et vous l'avez déjà fait. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en dire de votre expérience en tant qu'artiste dans le milieu culturel à Marseille et ailleurs? Personnellement, c'est très récent. En fait, j'ai fait mon coming out trans au mois de juin 2024. Et il y a vraiment eu un switch parce qu'en fait, je suis dans la danse académique, je suis en compagnie contemporaine. J'ai fait énormément de contemporain. Et c'est notamment la ballroom scene, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui m'a fait aider à transitionner en tant que femme trans. Mais, je reviens un peu à ce que tu disais, j'ai toujours eu ce truc où on faisait beaucoup de groupes d'hommes, de femmes. Donc en fait, pour moi, c'était un peu pas concevable de faire une transition de genre alors que je suis danseuse et artiste. Parce qu'en fait, il n'y avait aucune porte, en fait, il n'y avait aucune possibilité pour moi de faire une transition et de continuer à danser comme je le fais. Donc j'ai vraiment vu un switch, notamment quand je faisais des auditions où ils recherchaient des hommes ou des femmes, et quand ils disent femmes, c'est femmes cis. Donc voilà, ça a été un peu particulier pour moi, mais j'ai eu la chance d'avoir des projets inclusifs, et je trouve qu'il y en a trop peu. Il devrait y en avoir plus, des projets, des pièces, des compagnies qui peuvent embaucher des personnes trans non-binaires, gender non-conforming. Et voilà, je commence à vraiment me diriger vers quelque chose qui me correspond plus. Mais c'est pas évident parce que je dois quand même garder ce truc où parfois tu es casté pour des rôles plus masculins parce que tu as une apparence masculine, du coup tu te reconnais pas trop dedans, enfin c'est un peu complexe. Voilà. Merci. Est-ce que vous connaissez, juste avant de continuer, qu'est-ce que ça veut dire gender non-conforming? Est-ce que tout le monde est plus ou moins... je sais pas, Lise, si tu veux dire qu'est-ce que c'est exactement qui me parle exact? Oui. Quand on parle de personnes trans, comme l'a très bien dit Pod, on ne parle pas d'apparence en fait, on ne parle pas d'une performance sociale de genre, on ne parle pas de ce qu'on donne à voir, on parle de l'identité. La transidentité, c'est le fait de ne pas se reconnaître dans le genre qui nous a été assigné à la naissance. Donc à ce compte-là, on peut être soit une femme trans, soit un homme trans, soit une personne non binaire, mais dans tous les cas, on ne se reconnaît pas dans le genre qui nous a été assigné à la naissance. Donc ça, c'est la transidentité. Après, il y a d'autres façons d'être non conforme à la norme de genre que la société nous impose. Il y a notamment le fait d'être gender non-conforming, c'est-à-dire d'avoir une apparence de genre, une performance de genre, donc une apparence, mais ça peut être aussi les comportements, les goûts, qui ne correspond pas, on va dire, à ce que la société voudrait par rapport à notre identité. Par exemple, techniquement, une femme cisgenre, donc assignée femme à la naissance, qui aurait les cheveux courts, qui mettrait des joggings, qui cracherait par terre, je ne sais pas ce qu'on pourrait inventer qui correspondrait pas aux stéréotypes féminins. Mais du coup, donc, ce serait une personne gender non-conforming qui potentiellement va être niée dans son identité. On va l'appeler monsieur tout le temps, etc. sur la base de stéréotypes. Donc en gros, bien sûr on peut être les deux, on peut être à la fois trans et à la fois gender non-conforming. Il y a des hommes trans qui adorent mettre des robes à paillettes et des talons aiguilles. Ça existe et c'est très bien parce qu'il y a aussi des hommes cisgenres qui font ça, qui mettent des robes à paillettes et des talons aiguilles. Donc pourquoi est-ce qu'un homme trans ne pourrait pas le faire? C'est pas parce qu'on est trans qu'on va être conforme aux stéréotypes de genre associés à notre identité. Les deux faits existent et sont indépendants. Le fait d'être trans, de ne pas se reconnaître dans son genre assigné à la naissance, et le fait de ne pas performer un genre qui correspondrait stéréotypiquement à son identité de genre. C'est deux façons
de déroger à la norme de genre. Et c'est pour ça qu'à Transat, quand on fait nos groupes en non-mixité, en fait, concrètement, on accueille aussi des personnes gender non-conforming qui ne sont pas trans. Et oui, si des personnes veulent, par exemple, changer leur corps médicalement, parfois, ça va être des personnes qui ont été assignées hommes, s'identifient hommes, mais veulent, par exemple, une augmentation mammaire ou veulent une vaginoplastie. C'est tout à fait possible. Et donc, ces situations-là, qui relèvent de la non-conformité de genre, on les accueille aussi parce que concrètement, c'est des gens qui vont avoir des besoins communs avec la communauté trans. Merci beaucoup. Aude, ton expérience dans le milieu culturel. Je voulais rebondir un peu sur ce que Lee disait. Enfin, disons que ça résonne et ça résonne aussi avec des post-it que j'ai vus, en fait, où ça vient, enfin, je trouve la violence des paroles que les gens nous renvoient face à l'image et ce que ça vient détruire. Et oui, on est casté en fonction de l'image qu'on renvoie parce que c'est plus facile pour l'industrie, que ce soit dans le théâtre ou dans le cinéma. Et je pense que maintenant, il y a une ouverture, mais ça a mis très très longtemps à pouvoir se dégager cette ouverture. Et je pense qu'il y a toujours un fossé en fait entre un milieu queer ou un milieu alternatif et le milieu institutionnel. Et ça, c'est un truc comme ça. Et en fait, quand je faisais des performances ou que j'étais que avec des personnes queer ou non-genrées, ça marchait bien. Mais alors après, quand j'ai voulu que mon travail soit reconnu, où j'avais un peu cette envie ou besoin de reconnaissance, c'était un peu faussé. Parce que ce que je proposais, ça ne convenait pas forcément à ce qui était demandé. Parce qu'il y a aussi des modes dans ce qui est joué culturellement et proposé. Quand vous m'avez invité l'an dernier et qu'il y a eu cet appel à projet, j'étais oh waouh, je vais pouvoir proposer ce que j'ai fait il y a 6 ans. Alors bien sûr, ça a super évolué et je peux le revoir maintenant avec beaucoup de distance parce que la performance que j'avais faite avant, c'était aussi le résultat d'une grosse colère. Et maintenant, il y a plein de choses qui se sont greffées, c'est devenu un spectacle et tout ça. Et je pense qu'il y a des gens en place au niveau institutionnel qui ont aussi changé. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de place qui est faite, et ça je le vois pour le milieu de l'écriture. Le pronom Yel est rentré dans le dictionnaire en 2018, dans le Robert, donc il y a petit à petit des pions qui peuvent inverser un petit peu, mais pas beaucoup. Et après, en dehors du milieu culturel, dans la vie de tous les jours, ça reste très compliqué parce qu'on est constamment en train d'essayer d'éduquer les gens ou de se justifier. Et ça, c'est très pesant. Ouais. Merci. Merci. Oui, déjà, je te rejoins sur pas mal de trucs que tu as dit. Moi, je travaille dans le milieu culturel depuis plusieurs années. Ça fait pas très longtemps que j'ai professionnalisé ma pratique artistique. Voilà pour le contexte. Mais du coup, comment dire, je pense que pour moi, ça a toujours été compliqué au niveau professionnel. Comment dire, quand j'ai commencé à faire mon coming out en tant que personne queer et plus tard en tant que personne trans, du coup pour rebondir sur ce que tu disais Fabio, oui, c'est un milieu qui est plus ouvert mais qui n'est pas non plus parfait. Et après, il y a plein de gens différents, il y a plein de... on croise plein de choses hyper différentes, mais oui, pour moi c'est toujours une difficulté. Et encore aujourd'hui, je sais que j'ai pas un passing parfait et que pour moi c'est souvent des vraies difficultés, notamment rien que quand je rencontre des gens ou que je participe à des réunions ou n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise avec le fait de parler, d'être avec une personne visiblement trans. Souvent ils vont plutôt avoir peur de faire des bourdes ou de vexer la personne, mais ça veut
générer des situations où on finit par, où je finis par être exclu, où les personnes vont justement me parler ou des choses comme ça. Pour donner un exemple. Et puis, je pense aussi que là, par exemple, depuis quelques années, je travaille sur un spectacle qui traite spécifiquement de récits de personnes trans. Donc, voilà. Et on a effectivement quand même du mal à trouver des partenaires qui s'engagent sur ce projet. Peut-être plus que si c'était autre chose d'un peu plus mainstream ou je sais pas. Est-ce que tu veux bien juste spécifier qu'est-ce que c'est le passing? Le passing, c'est l'apparence, c'est le fait de passer pour le genre, pour ton genre. Mais d'ailleurs, ça vient, le mot en lui-même, il me semble qu'il vient de la communauté ballroom, de la communauté ballroom et peut-être aussi de la communauté drag, mais plutôt de la communauté ballroom. La communauté ballroom, donc la ballroom, pour les gens qui ne savent pas, c'est une communauté qui a été créée dans les années 60 par une drag queen femme trans noire qui en fait en avait marre de perdre au concours de beauté. Du coup, elle a créé sa propre communauté que pour les personnes queer et noires et latina. Et en fait, il y a une catégorie qui s'appelle Realness. Et en gros, le but, c'est d'avoir un passing. Et un passing, c'est en fait, aux yeux de la société, correspondre à une image, à l'image de ton genre. Avec, donc, physiquement et au niveau de ton attitude. Et dans la ballroom, donc, la personne va marcher devant les jurys. Et c'est la personne qui est le plus real, donc la personne qui a le plus de stéréotypes pour un homme d'un homme, donc un homme qui va être très viril, qui va être très musclé, qui va avoir une tenue vraiment d'homme, et une femme qui va avoir justement un passing féminin, on voit pas la cloque, on va pas lui dire ah toi t'es trans. Ça c'est le passing. Je trouve ça génial, je me permets, parce qu'on a ces mots, en fait, on est plein de contradictions aussi, et plein de facettes en fait de la communauté. Il n'y a pas juste homme, femme, sous-entendu cis. En fait, il y a tout ça. Et quand tu dis dans la même phrase real et stéréotype, c'est en fait ça, on est toujours victime des stéréotypes qui sont donnés, quoi. Absolument. Et ce qu'on veut, nous, non, c'est revendiquer en fait des images multiples, des identités multiples et ne pas être jugé là-dessus, quoi. Et j'aime bien les mots que tu as associés, parce que ça vient révéler. Ouais. Là, c'est une catégorie qui a été créée parce que justement les personnes queer, ça a été créé de base pour les hommes. Ça s'appelait Executive Realness, et en fait c'est des hommes qui faisaient semblant d'être des hommes d'affaires parce qu'ils étaient noirs et ils ne pouvaient pas être hommes d'affaires dans la vraie vie. Donc t'as un peu ce truc où on joue des codes, des dictats et tout ça. Et, c'est bien intéressant. C'est une catégorie qui est intéressante à regarder. Merci beaucoup. Évidemment, si à un moment donné vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à intervenir. Moi, je voudrais juste faire alors, c'est pas une question, mais c'est une petite intervention. C'est quoi ton prénom? Albert? Non. Moi? Oui. Non, nous. Aude? Oui. Aude. Moi, oui, c'est. Oui, c'était Aude, je pense. Non, mais je voulais faire une petite intervention par rapport à ce que tu as dit, mais après, je voulais pas couper. En fait, j'entends que ça doit être super compliqué de faire reconnaître votre transidentité dans le milieu, je veux dire, institutionnel et notamment quand vous postulez à des trucs. Mais en même temps, je voulais faire part de cette anecdote qui s'est passée vendredi soir sur la Canebière et où j'ai trouvé, alors attention, hein, c'est un petit pas, mais c'est déjà un pas. En fait, j'organisais avec le service droit des femmes de la ville de Marseille les plus belles de mars qui se passait devant le bar, le plan de A à Z sur la Canebière. Et il y avait plusieurs propositions, dont un défilé performatif pour femmes et personnes non binaires qui était donc proposé par Anthony Larosa, qui est un danseur de Kéliménis avec qui il travaille ici.
Et donc, j'étais dans le public, enfin, j'étais dans le public évidemment aussi. Et à un moment, il y a un homme qui était, en fait, il est le directeur du service inclusion de la ville de Marseille. Et donc, d'après ce que j'ai compris, il a un poste assez haut, quoi. Et il était d'ailleurs dans le public des Cagoules Nomades. Enfin, non, bref, il m'a dit. Donc, pour dire quand même que c'est quelqu'un d'assez ouvert, on dira. Et en fait, il vient vers moi et il me dit c'est fantastique parce que notre élue aux droits des femmes, même si elle est bien, elle a un féminisme complètement passéiste. Et il m'a dit enfin, je veux dire, voilà, il faut mettre sur la place publique autre chose que ce féminisme passéiste, quoi. Voilà, bon, c'était juste pour dire que, quand même, dans la tête de. Alors, bon, bien sûr, j'ai pas dit que c'est lui qui allait faire tous les appels à projets, etc. Mais enfin, je veux dire qu'il y a quand même je pense, des choses qui se passent aussi dans la tête de ces gens, quoi. Enfin, dans la tête de ces gens. Alors, je me permets de réagir avec mon autre casquette. Tu as dit que j'étais aussi élu de la ville de Marseille sur la mairie du 6-8 sur les questions d'inclusion. Donc je vais rebondir. On est face à un débat interne qui est fort virulent entre les élus PCF, je vais nommer personne, mais vous saurez de qui il s'agit, et les élus ELV, je ne vais nommer personne, mais vous saurez de qui il s'agit, sur la question du féminisme. Les premières PCF étant tenantes d'un féminisme universaliste, laïque. Je ne dirai pas ce que ça signifie en creux, mais voilà. Et ELV étant pour le féminisme intersectionnel. Donc la guerre fait rage. Depuis le début de la mandature, on doit faire bloc avec le sourire un peu, mais des fois c'est dur. Voilà, c'est difficile, c'est un combat de tous les instants au sein de la mairie de Marseille pour que dans le 8 mars il y ait écrit femmes et minorités de genre et pas juste femmes, comme sous-entendu femmes cisgenres. Et c'est aussi un combat de tous les instants pour que la parole des travailleuses du sexe soit entendue et pas juste la parole de femmes cisgenres de plus de 50 ans qui n'ont aucune connaissance de ce que c'est le travail du sexe et qui considèrent juste que c'est un crime contre l'humanité ou que sais-je. Donc voilà, c'est un vrai débat, des vraies questions. Et oui, on est là aussi au sein de la mairie de Marseille pour faire entendre cette parole. On n'est pas, malheureusement, on est en minorité. Oui. Mais on est là et on s'en prend plein la gueule. Ça m'a fait plaisir d'entendre cette parole. Voilà, mais oui. On est là, on sera toujours là autant qu'il faut. On s'en prend plein la gueule. Je voulais quand même le souligner. C'est une ligne de fracture qui va bien au-delà de la démarche. Ah oui. Et la bonne nouvelle, c'est que les deux manifs du 8 mars, depuis quelques années, on a un rapport de force qui est très clair, avec 4000 personnes du côté du féminisme intersectionnel et 300 personnes du côté des autres. Donc... Ouais, pour en revenir à la danse, moi je voulais savoir, est-ce que les chorégraphes, alors peut-être pas vous parce que vous êtes évidemment hyper impliqués, mais est-ce que les chorégraphes dans le contemporain, quand ils créent un spectacle, est-ce qu'ils genrent leur personnage ou est-ce que c'est complètement ouvert? Parce que j'ai l'impression que, en ayant vu pas mal de pièces, etc., il y a effectivement une assignation quand même un peu forte à certains personnages. Et est-ce que ça a évolué dans le temps? Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent faire jouer n'importe qui, n'importe quoi à n'importe qui? Je veux dire, quand je dis n'importe qui, c'est pas péjoratif. Je sais pas, par exemple la Horde ou je sais pas qui. Est-ce que les danseurs-danseuses sont interchangeables ou est-ce que vous pensez qu'ils sont affectés côté chorégraphe, je veux dire? Ça dépend du chorégraphe et de la pièce qu'on joue. Autant tu peux tomber. Moi j'ai été au ballet Plèche Bocage pendant 1 an et demi. Et c'est vrai que c'est très binaire. Tu avais la partie des filles, la partie des garçons, notamment dans le lac des Cygnes où tu avais les Cygnes qui étaient que des femmes cis. Et nous, on était les serveurs, on faisait d'autres rôles. Mais tu as aussi plein de compagnies comme la Horde, comme vous l'avez cité, qui effectivement créent pour créer. Il n'y a pas d'assignation de rôle liée à ton genre. Et il y a de plus en plus de compagnies justement qui créent en fait en mixité sans forcément avoir d'obligation où l'homme doit faire ci, l'homme doit faire ça. Enfin, c'est très vieille école je trouve. Et plein de compagnies s'en rendent compte, notamment, enfin surtout dans le contemporain. Et voilà. Mais c'est vrai que tu as un peu cette idée reçue où une femme va être fragile et très souple et
va avoir des jambes et va tourner, et un homme, ça va sauter très haut et porter. Et... Du coup, tu as toujours un peu ce truc en création où si tu as une apparence masculine, tu vas avoir des rôles où tu vas porter, où tu vas sauter, où tu vas avoir un truc de rapport de force. Mais ça, je pense que c'est tellement ancré dans le milieu de la danse, par le classique surtout, que c'est pas demain que ça changera. Donc voilà. Et c'est dommage parce que je pense qu'un corps qui danse, c'est un corps qui danse, c'est tout le monde peut tout faire en fait. Et c'est des années, enfin des siècles d'attitudes et d'attributions. Voilà, et le classique a tout formaté, mais si on va chercher d'autres formes de danse, il y a des techniques pour que tout le monde puisse se porter. Enfin voilà, donc c'est possible en fait. Même en classique, tout le monde peut tout faire. Donc c'est ouais. En tout cas, enfin moi par rapport à mon expérience personnelle, en relation à la question que tu poses, c'est vrai que par exemple en tant que danseur, qu'artiste, je me suis trouvé toujours dans des situations de danse, de chorégraphie, de création très stéréotypées, donc liées effectivement aux garçons que sautent, portent, etc., etc. Et aux filles effectivement qui ont ce côté aérien, élevé, etc. Mais effectivement, depuis la rencontre avec Kelly, ça a changé beaucoup de choses. Après, personnellement, je suis quelqu'un de très sensible à ces questions-là. Aussi parce que, par exemple, quand j'étais jeune, je me questionnais beaucoup sur mon identité, au vu du fait que je suis homosexuel. Mais du coup, j'ai un regard plus attentif à ça. Mais effectivement, la rencontre avec lui, le fait qu'il nous fasse comprendre que c'était important d'avoir cette connaissance du langage qu'on devait adopter, cette posture d'accueil et attentive vraiment du langage, que même dans les propositions qu'on se fait maintenant avec Fabio quand on crée quelque chose, on va finalement chercher au-delà de l'identité de genre ou d'un stéréotype qui est lié à un homme, une femme, etc. Par exemple, on travaille avec lui, on déconstruit complètement tout ça. On travaille sur une créature, on travaille sur quelque chose de complètement hybride. Effectivement, ça nous ouvre tout un autre champ de possibilités qui va au-delà de ces deux pôles, quoi. Qui s'inscrit, et ça c'est une chose aussi qu'on a découvert en termes de langage dans notre training, qui s'inscrit à l'intérieur de ces deux pôles comme un large spectre en fait, et qui va au-delà aussi de ces deux pôles, qui résonne aussi en fait avec le mot trans, qui effectivement la signification est aller au-delà, dépasser ses limites, à l'occurrence ces deux pôles, cette binarité finalement. Et je rajouterais juste quelque chose, je trouve votre question super intéressante déjà. Et je trouve que en tant que personne trans non-binaire, on a un vrai impact en fait, là où on va. Moi je sais que mon passage au Palais Prèche-Bocage a été hyper bénéfique pour plein de personnes de l'équipe artistique, parce qu'en fait j'étais en mode, pourquoi ce rôle-là, c'est une femme qui doit le faire. Et anecdote, il y avait un rôle, on a repris une pièce de 99 qui s'appelle Personne n'est plus une méduse, où il y a un personnage qui s'appelle Annie, qui est une fille, c'est une présentatrice un peu barjo. Et en fait, Annie a été interprétée par un homme. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait. Et du coup, ça fait évoluer les choses d'avoir des personnes queer dans des projets. Par exemple, même quand j'ai travaillé avec Mourad Merzouki, il m'a fait voguer dans sa pièce, alors que c'est un opéra. Je pense qu'on a un vrai impact, et en fait, en se montrant, les choses changent. Et voilà, les chorégraphes, les bons chorégraphes, les chorégraphes qui ont de l'estime pour leurs interprètes, ressentent aussi le besoin que leurs voix s'expriment, etc. Et je trouve ça hyper intéressant quand ça se passe comme ça. Et puis, je pense aussi que c'est la chance qu'on a, nous, en tant qu'artistes, soit cisgenres, soit
personne trans ou questionnement d'identité, d'avoir la chance de rencontrer des personnes qui partagent les usages, le langage, la possibilité de créer quelque chose avec des personnes trans ou non binaires et que ça soit complètement normal pour tout le monde. Et encore je mets entre guillemets le mot normal parce que la normalité est un concept très, très personnel, mais en tout cas que ça soit un terrain d'entente facile pour tout le monde. Et bien évidemment, comme on est des êtres parlants, parce que c'est ça ce qui nous identifie, c'est le fait qu'on communique entre nous par le langage. C'est là où, comme il disait Fabio, ça nous fait souffrance parce qu'on bute sur quelque chose qui est stéréotypé et que finalement il faut déconstruire. Mais est-ce que du coup, en tant qu'artiste, vous serez prêt à prendre des rôles de faire valoir en vous disant ça peut vous aider dans la cause, ou au contraire en disant non, c'est un rôle trop réducteur et du coup ça m'aide pas dans la cause? Parce qu'en fait vous êtes pris entre deux feux, parce qu'on vous dit bah non, parce que le rôle c'est comme un rôle qui me correspond, mais il est très stéréotypé. Du coup, est-ce que vous vous engagez dedans, ou est-ce que vous dites non, il est trop stéréotypé et justement il va me desservir? Alors, honnêtement, je vais jamais refuser un rôle parce qu'il faut bien que je le mange en fait. Donc, alors, au-delà de l'aspect financier. Mais en fait, déjà, on va jamais me donner un rôle qui sera stéréotypé de manière masculine. Jamais. Parce qu'en fait, quand on te caste, les gens voient, en fait, ils savent et c'est pas crédible. En fait, si je fais un mec hétéro, what the fuck? Pour prendre un exemple très généraliste, les premiers films en France qui traitaient l'homosexualité, c'était La Cage aux folles. C'était hyper stéréotypé en fait. Pendant très longtemps, on a eu ce genre de film. On n'a pas eu vraiment de film qui parlait ouvertement de ce que c'était la sexualité et l'homosexualité. Donc aujourd'hui, la question c'est de se dire voilà, est-ce que ce genre de film a aidé la cause parce qu'aujourd'hui on arrive à faire des films, à faire quelque chose de culturel autour de ça, ou est-ce qu'on se dit bah non parce qu'on a trop cette image en tête de ce que c'est qu'un homo et que c'est la cage aux folles? Alors oui, je te laisse la parole. Je voulais rebondir déjà sur ce que disait Nino sur l'injonction à la pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait là, ce qu'on est en train de se dire c'est oui c'est merveilleux, les gens se rencontrent. Mais en fait ça veut dire aussi que la personne qui vient là, à ce point-là, elle est obligée d'enfoncer la porte. Et c'est elle qui prend tout. C'est-à-dire que oui, c'est super que les choses elles avancent, mais ça repose sur des personnes individuelles qui, partout où elles arrivent face à un terrain vierge où leur existence n'est pas prise en compte et où elles vont devoir expliquer. Alors quand tu le fais la première fois, tu as l'impression d'être un pionnier. En tout cas, moi ça m'a fait ça. C'est super satisfaisant, voilà les amis, et voilà. Et quand c'est la 12e fois, quand c'est la 20e fois, quand c'est la 50e fois, juste t'en peux plus. T'as juste envie de vivre ta vie pour toi, en étant reconnu pour toi-même, et pas d'être ramené « Ah, c'est le trans de service ». Il va m'expliquer ce qu'est la transidentité, bien sûr. Et puis, il va pouvoir me montrer et faire tout le travail que le scénariste aurait dû faire. Ta question est très judicieuse, à mon avis, parce que nous, personnes minorisées, on est souvent ramenés à un rôle de caution, en fait. On est là, donc c'est bon, il y a une représentation trans, et donc ça y est, le film il va être inclusif et on va pouvoir pique-washer ça tranquillement. Alors que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'en amont et indépendamment de notre présence, il y ait une réflexion sur l'inclusivité. Que ça ne soit pas à nous de porter ça. Donc oui, on le fait parce qu'il faut manger, parce qu'on est obligé et parce qu'on ne peut pas supporter de voir des représentations un peu pourries et stéréotypales de personnes trans. Enfin, en tout cas, moi je le fais. Quand on me demande du consulting non rémunéré pour savoir si un personnage trans il est bien écrit alors que ça tombe dans X poncif qu'on a déjà vu 12 fois et où juste si le scénariste il avait fait son travail, il aurait pu s'en rendre compte tout seul, bah oui je vais le faire. Et au maximum je vais essayer de me faire payer pour ça. Parce qu'à un moment, voilà. Mais en fait, normalement, si on est dans une société idéale et inclusive, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Et pour répondre brièvement à la deuxième partie de ta question, est-ce que ça aide d'avoir une représentation même si elle est caricaturale? Ça, c'est un peu un principe pragmatique. C'est-à-dire que oui, il vaut mieux avoir une mauvaise représentation que pas de représentation du tout. Après, est-ce que la mauvaise représentation, elle fait pas quand même du mal? Eh bien oui, en fait, elle fait du mal. C'est-à-dire que
le fait qu'à la télé, dans les films, toutes les personnes trans, elles subissent des fins tragiques, elles ne peuvent pas être heureuses, qu'elles sont réduites à leur transidentité, que tout leur parcours est résumé à une transformation de corps spectaculaire, oui, ça fait du mal. Ça fait que les jeunes trans, aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont finir dans une fin tragique, soit se suicider, soit être assassinés, soit qu'il faut qu'ils soient absolument mal dans leur corps pour être légitimes en tant que personnes trans, sinon ils ne seront jamais respectés. Oui, ces caricatures-là, elles font du mal. Après, ces caricatures-là aussi, en l'absence de représentation, elles peuvent aussi aider d'autres personnes. Mais pour moi, la bonne question à se poser, c'est plutôt, la bonne façon de problématiser, c'est plutôt pourquoi faire sans les personnes concernées. Ce qu'il faudrait en fait, c'est plutôt valoriser des œuvres qui sont faites par et pour les personnes concernées. Pas faire comme Audiard a fait une adaptation, désolé je vais encore parler de ce film, une adaptation sur, il faut se figurer quand même qu'au début le scénario original de Emilia Pérez c'était un dirigeant de cartel hyper masculin qui fait semblant d'être une femme trans pour se sortir de la violence du cartel, parce que forcément s'il devient une femme, il y aura plus de violence. Les femmes sont douces, donc ce sera fini la violence. Donc on est parti de ça, un truc écrit par une personne cis qui véhicule la transidentité comme une mascarade, comme une fausseté, comme une stratégie pour échapper à sa condition de façon fallacieuse, et ça a été transformé par une actrice qui est une personne humaine et qui donc a ses défauts, mais qui a au moins eu le mérite de prendre tout sur elle et de réécrire le rôle pour en faire quelque chose d'à peu près potable, mais encore avec pas mal de défauts. Et ouais, on a des représentations en demi-teinte, mais parce qu'on se bat dans des enjeux de pouvoir, où on est en archi-minorité, où malheureusement, on est aux mains de la majorité cis-hétéronormative qui produit des films, qui arrive à trouver de l'argent pour monter ses projets, et donc notre parole, elle n'est pas entendue, ou alors elle est entendue matinée de l'opinion de la majorité. Et c'est ça qui n'est pas normal, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a décidé de faire ces types de projets. Nous, notre groupe cible ne sont pas les personnes trans, parce que les personnes trans n'ont pas besoin de nous pour être sensibilisées à la question trans, mais c'est les personnes cisgenres, justement, pour qu'on puisse participer en tant qu'alliés à ce dont tu parles, c'est-à-dire une société plus inclusive, indépendamment, avant qu'il y en ait une personne trans dans le groupe. Peut-être on peut déjà commencer à réfléchir à comment accueillir les personnes trans en général, et puis de toute façon, il pourrait y avoir David qui rentre dans la salle et qui me dit que c'est un homme. Si ce n'est que sa performance de genre, mais dans ces cas-là, ça serait revenir à une posture stéréotypée, que David, à la barbe, s'habille comme ça, et du coup, je vais l'appeler il tout de suite. Dans l'idéal, ce qui serait dans un monde idéal, inclusif, accessible pour les personnes trans, il faudrait toujours demander à quelqu'une, comment t'as envie d'être aujourd'hui. En tout cas, si tout le monde le faisait, ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Si ça devenait, tu t'appelles comment, Fabio, tu te genres comment, elle, il, elle, peu importe. Mais en tout cas, au moins d'emblée, si on le demandait à tous et à toutes, malgré le fait qu'on pense savoir l'identité de genre qu'elle a en face, ça pourrait éventuellement commencer à bouger un petit peu les choses. Et ça veut dire changer complètement les habitudes, le langage. Donc ça demande un effort pour... Alors évidemment, les personnes cisgenres ont une grosse majorité par rapport à les personnes trans, mais être inclusif et rendre l'espace accessible, ça veut dire se battre ensemble pour ça. Les personnes trans seules ne vont pas y aller. Je souligne quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui posent la question et qui demandent, comparé à il y a quelques années en arrière, très souvent quand je rencontre quelqu'un, queer ou non, on me demande, soit on m'appelle directement elle, soit on prend le temps de me demander. Donc ça, il y a quand même une sorte d'avancée sur ça, au fur et à mesure. Est-ce que tu penses que c'est parce que ta performance de genre fait qu'on s'est posé la question ou pas? Non, mais moi j'aime bien jouer de ça. J'aime bien. Je dis que je suis une femme à barbe. Du coup, oui. Mais à chaque fois, ça me touche beaucoup que les gens prennent le temps. Et c'est une marque de respect en fait envers la personne. Même parfois, tu peux être sûr. Parfois, il y a quelqu'un qui peut avoir vraiment un passing, comme on dit. Et en fait, c'est pas du tout les bons pronoms, mais tu te mets totalement. Et ça m'est arrivé une fois d'avoir un ami de dire il me dit non, moi c'est elle, et je fais ah merde. Et là, je me sentais trop honteuse. N'ayez pas peur de demander en fait. La personne ne va jamais le prendre mal. Moi, je l'ai jamais mal pris. On me demande c'est quoi tes pronoms.
c'est même plutôt joyeux en fait d'entendre la question. De dire qu'on présume pas à cette personne c'est ça, mais de se dire je te propose en fait, et si je peux revenir sur 2 mots, c'est les mots accueillir ou comment faire, mais en fait c'est ouvrir peut-être, parce que je pense qu'il y a aussi un truc, mais là c'est peut-être sur une autre question, mais en tout cas poser la question. Et poser la question à tout le monde et pas juste aux personnes androgynes que vous pensez trans. D'ailleurs, ce serait pour tout le monde et pas pour les personnes trans. C'est-à-dire déconstruire aussi, est-ce que je pourrais être autre chose? Et ça, c'est magique. Mais ça revient bien à ce que tu as dit au début. Au début, tu as employé un mot qui était fort, c'est que tu t'es déconstruit. C'est-à-dire qu'on est tous construits en fait dans ce stéréotype et on ne prend pas le temps en fait de dire attends, peut-être mon mode de fonctionnement aujourd'hui il est plus adapté à ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est vrai quand tu as du mot déconstruire, c'est qu'on est formaté à dire il ou elle en fait. On a que on avait que ces 2 axes qui aujourd'hui sont devenus obsolètes en fait. Et c'est pour ça qu'après, si on parle des groupes hommes, femmes dans un espace, en fait, peut-être que ça peut être performance masculine ou performance féminine, enfin je sais pas, mais trouver peut-être d'autres choses qui viennent pas réduire à des polarités. Après moi, mon idéal c'est un truc cyclique, mais trouver une formulation qui vient dire moi j'ai envie d'être telle créature aujourd'hui. Enfin voilà, je sais pas, il y a peut-être un moyen de redéfinir ça. Moi parce que c'est hyper intéressant de parler de ça, puisque tu donnes des cours et des ateliers, c'est ça? C'est ça. Et même là je suis en train d'imaginer un spectacle et en tant que femme, je me demande, vraiment c'est un casse-tête au mode si je fais un truc un peu féministe, je sais pas comment l'expliquer, mais je me dis alors, est-ce que je fais, parce que par exemple j'ai commencé un travail avec un batteur, mais c'est un homme. En même temps, du coup les gens me disaient non, ça fait un peu hétéro, presque que c'est un peu démodé, tu vois ce que je veux dire. Je me dis c'est vraiment le choix du corps et de qu'est-ce qu'il raconte. Aujourd'hui c'est hyper important, tu vois. C'est vraiment, je me suis dit donc tout le monde me dit mais prends une batteuse, ça va plus marcher. Je dis ok, c'est pas évident, c'est ça, non. Mais en même temps c'est intéressant, qu'est-ce que ça raconte? Mais justement, moi ma question c'est pourquoi prendre le temps, en fait, quel est l'intérêt, c'est une vraie question, de faire cette séparation, parce que moi je me suis toujours posé la question, même à l'école, pourquoi, quel est l'intérêt de se séparer en fait? Mes femmes, parce qu'en vrai, on peut tous les toutes. Je parle en cours, en atelier. Dans les je me suis toujours demandé s'il y avait un intérêt en fait. Et très souvent, tu as un peu ce truc où au ballet, ça arrivait beaucoup que les femmes, elles tiennent tête aux professeurs parce qu'on avait des intervenants. Et en fait, les profs disaient les garçons on va faire tour en l'air. De fait, moi aussi je peux faire des tours en l'air en fait. Du coup, les filles faisaient aussi des tours en l'air, 2-3 tours en l'air. Exactement, pour les garçons, voire plus. Et pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt à scinder. Parce que le talent, c'est personnel. Moi, je suis très nul en tour en l'air et pourtant, et je suis très fort pour tourner. Oui, mais ça m'a arrivé la même chose. Voilà, c'est ça en plus. Tu vois, je suis partie d'une compagnie l'année dernière et en plus que j'ai été pendant 10 ans. Et c'était, philosophiquement parlant, assez rapidement, c'était les hommes, c'est pareil que les femmes, il faut qu'on porte autant que les hommes. Donc c'était vraiment un travail, beaucoup des forces physiques et musculaires et des portées. Ok, on peut porter comme les hommes si tu veux, mais vraiment physiquement, je me suis vraiment blessée. Bien sûr, très mal encore, parce qu'à un moment, j'ai un mec à poids, un corps d'homme, voilà, avec son poids et sa musculature, sur l'épaule 20 fois à l'emmener par derrière, mais je me nique l'épaule. Moi, ça m'a fait aussi un peu comme. Tu es au courant qu'il y a des corps de femmes qui sont musclés, qui sont lourdes. Le problème, c'est pas un corps d'homme, le problème, c'est d'apprendre soin des travailleurs. Et ce qui est dans ces concepts-là, je me suis dit, non, je suis pas quand même d'accord que je suis aussi forte que ce corps-là.
Tu vois ce que je veux Parce dire? que c'est ton corps à toi, C'est ton corps. C'est pas la femme qui est morphée. Oui. Il y a des femmes qui sont très musclées, elles sont capables de. Ah, mais je te promets qu'il y a des personnes, n'importe quelle personne Il y a comme des moi hommes et qui sont pas du tout. Qui sont très nuls pour porter les enfants. Oui, non, je sais. En fait, ce à quoi on s'attaque là avec l'éducation d'inclusion, c'est ouais, à c'est démanteler ce truc-là. Le mâle il est fort, la femelle elle est faible. Ça c'est faux. Les sciences, la biologie nous montre que déjà la distinction de mâle-femelle en fait ça n'existe pas. On est sur un continuum de sexuation et qu'ensuite ce truc-là de la force physique c'est 100% social en fait. Ta force physique ne dépend pas de ton identité de genre, elle ne dépend pas de ta biologie. Et ça c'est là où la déconstruction est intéressante en fait. Sûr. Et qu'est-ce qui m'a dérangé, moi personnellement, pourquoi je suis partie, je me suis dit, est-ce que, encore une fois, je dois montrer l'égalité sur une question de force? Tu vois ce que, je sais pas, c'est... En fait, ce que tu relèves, c'est super important parce que même Je sais pas comment on peut l'expliquer. probablement, ils ont pris des mecs qui sont bien musclés avec des filles qui sont bien fines. Du coup, forcément, les filles elles sont jamais aussi fortes que les mecs dans ce contexte-là. Mais c'est vrai que potentiellement, il y a des femmes qui sont beaucoup plus fortes que certains mecs. C'est sûr. C'est des corps. Mais Moi, c'est est-ce qu'il y a le rapport des forces? Parce que je me suis dit, ben non, peut-être que la force aussi d'un corps féminin, corps, je parle des corps, et ben c'est autre chose qui est ce truc musculaire. Je sais pas comment dire. Du coup, je me dis, est-ce que l'égalité, elle pourrait être à un autre endroit en termes d'énergie? Je sais pas. Et là, c'était vraiment un rapport tellement des. Je sais pas comment. J'ai peur même que je parle de dire des trucs qui sont nuls, mais je me dis vraiment. Non, mais là, c'était une chose qui a été dite que du coup, j'ai perdu le fil de là où je voulais. Mais c'était peut-être pour rebondir sur ce que je disais à la une sur what the fuck, pourquoi séparer en fait, et quel intérêt. Et oui, moi aussi, je suis. Enfin, après, ça fait écho pour moi en fait à la question pourquoi identifier et où ça remonte en fait ces schémas d'identification et de violence d'assignation. Ouais, Et là, il faut remonter à tout un système de domination qui, en classant et en identifiant, associe des privilèges, etc. Enfin, il y a toute une construction sociale et culturelle, etc., qui est à déconstruire, à questionner surtout. Pour moi, ça, en fait, c'est un endroit essentiel en fait, de questionnement. Parce qu'à partir du moment où on questionne, on revient, on dit mais attends, ok, ça, mais en fait, ça fait quoi, etc. Et on revient après à détricoter, voilà, sans forcément reproduire ces mêmes schémas de jugement et pas retomber dans en fait un conflit de dominant à dominant et de déconstruire ces schémas-là aussi de domination et de violence. Non, je voulais juste rebondir sur Francesca parce que tu dis ça, mais en même temps, la création que tu prépares est sauvage, enfin avec les ateliers. Moi, j'ai participé à quelques ateliers que tu as fait autour de cette création, et j'ai trouvé qu'il y avait dans la manière dont tu mènes l'atelier et dans ce qui ressort et dans ce que les participants expérimentent, ben, qu'il n'y avait pas de filles, garçons, je veux dire qu'il n'y avait pas de. Parce que autant une fille qu'un garçon qu'une personne non binaire, enfin n'importe, je veux dire, fait ressortir son état sauvage et sa nature brute, et là, je trouve qu'on n'est pas du tout dans un clivage dans ce que tu proposes, quoi. Donc oui, c'est une expérience, mais je pense que là, tu es dans une. Enfin, moi, je trouve que le travail que tu entreprends, enfin, moi, je le ressens comme ça, et je pense que je ne suis pas la seule. C'est un travail qui est autour du chamanisme et de la danse, etc., qui est super intéressant. Et moi, quand j'ai vu les participants, je me suis pas dit, tu vois, que ce soit des hommes ou des femmes, je me suis dit, waouh, ils explorent des choses, mais il n'y avait pas une dimension féminine d'un côté, enfin chacun avait. Non, je pense que c'est. Et ça, c'est encore important. Après, Enfin, l'âme, c'est c'est plus l'animalité, donc je pense me que pose c'est pas la important. question. Ouais. L'animalité dans l'âme, dans l'animal, il y a je sais pas, il y a un truc vraiment l'âme. Est-ce qu'il y a des gens, peut-être il y a juste un truc qui n'a pas de définition, je sais pas comment expliquer. Dans l'âme, il y a juste l'âme, quoi. Et je trouve qu'il y a. Mais après, ouais, et du coup, je trouve que le corps, il y a. Presque c'est réducteur de le définir. Donc après, c'est.
Mais après, je me suis posé la question quand tu m'as dit pour le festival, tu vois, féministe, je me suis dit, bah, j'aimerais ouvrir à plus. Voilà, je sais pas si je me Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu fais, toi, en tant que personne cisgenre, femme, etc., de quoi tu penses que tu aurais besoin pour te sentir à l'aise avec une création, par exemple, ou travailler dans tes ateliers avec des personnes trans, non-binaires de quoi tu penses que tu aurais besoin aujourd'hui? Est-ce que tu te sens à l'aise déjà? Je pense que je me sens à l'aise. À des moments, je sens qu'il y a vraiment, par contre, au niveau du langage, tu vois, ça peut, il faut porter un respect, une attention particulière, tu vois, pour, en effet, ouais, attends, parce que là j'ai fait, bah tu vois, là j'ai déjà peur de parler. Je vais même dire plus, t'as dit corde. Déjà pour moi ça c'était. Ah voilà, tu vois, et ben parce que j'ai. Voilà. Flash. Pas possible. Un corps, c'est pas genré, c'est un corps. Tu peux pas dire un corps d'homme. À la rigueur, tu peux dire un corps mâle, mais c'est une construction sociale, être mâle ou femelle. Et tu peux quand même pas vraiment savoir en voyant quelqu'un si la personne elle correspond vraiment au standard mâle ou au standard femelle. Et lier l'identité et le corps, mais ça c'est la racine de tout, c'est ce qu'on appelle le cissexisme en fait. C'est d'aller dire finalement, ok t'as tel corps, donc t'auras telle identité. Et il doit y avoir une correspondance. Et cette correspondance-là, c'est ce qui pose que les gens doivent être cisgenres et que du coup ils ne peuvent pas être transgenres, parce que du coup ça voudrait dire que leur corps ne matcherait pas leur identité qu'ils sont censés avoir à cause de leur corps. Voilà, donc séparer le corps et l'identité. Vraiment la grande base. Mais c'est pas facile. Nino vient de dire il pour parler de moi. Donc nous on voit ça, vous avez pas vu. Mais et voilà, microagression, ça se superpose. Au bout d'un moment, à la fin de la journée, on pète un câble. Oui, mais pour répondre justement, on est pris vraiment entre ce qu'on, voilà, comme tu disais, c'est avec lequel on se construit et qu'on se porte pendant des années, malgré le fait qu'on essaie de se déconstruire. On avait cette discussion avec Fabio en Roumanie, comme en fait sur des stéréotypes que des fois nous on sort direct sans y faire attention. Dans notre langage de tous les jours. Et quand on s'est dit ah tu viens de dire ça, etc., c'est qu'en fait malgré le fait qu'on veuille être attentif à ça, des fois notre langage inconscient prend le dessus. Donc et finalement ça nous surprend heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui nous reprend et qui nous faut comprendre qu'on but. Alors je vais prendre la parole parce que depuis 5-6 minutes, j'ai mon chakra 3, mon plexus qui ne veut pas de faire des bouts. Et on a mentionné corps d'homme, tout ça, et on se dit déconstruire. Alors moi je vous propose des devoirs. À partir de maintenant, quand vous allez dire il au pluriel pour commencer la phrase, vous allez peut-être dire il, elle, pour changer un petit peu. Comme ça, c'est pas une question de comment faire pour que vous soyez à l'aise avec les autres, mais comment les autres pourraient être à l'aise avec vous. Donc essayez d'inverser tout ça. Ensuite, se dire, en fait, il y a de quoi j'ai besoin, ok, mais peut-être que cette personne a d'autres besoins que moi, donc je peux lui demander les prénoms, pronoms, tout ça. Et donc voilà, pratiquer l'accord, même pour vous-même, peut-être changer l'accord. Est-ce que si je parlais de moi avec un E au bout, alors que j'ai l'habitude de dire je suis impatient, maintenant je suis impatiente, qu'est-ce que ça vient faire? Et c'est comme ça qu'on peut commencer à déconstruire des habitudes de langage en fait. C'est en jouant avec ça. Et voilà, et je pense qu'après il y a un gros travail, ça peut prendre des années. Ça peut prendre une dizaine d'années de se dire c'est pas un corps d'homme, un corps de femme, mais c'est un corps. Et il y a ce qu'on appose dessus et tout ça. Et je pense que c'est pour ça que les ateliers en non-mixité sont super essentiels. Parce que c'est des endroits où nous, on va se sentir qu'on n'a pas besoin de se justifier, qu'on n'a pas besoin de se battre, qu'on n'a pas besoin de parler, qu'on peut lâcher aussi des frontières, quoi. Voilà, j'avais besoin de dire ça. Du coup, tu as des espaces en non-mixité. Entraîne-vous, oui. L'espace en non-mixité,
Parce que souvent, en fait, j'ai donné des ateliers, enfin souvent, j'ai l'habitude de donner beaucoup d'ateliers de danse, contact, improvisation et danse et poésie pour un large public. Après, moi, je sais que j'ai besoin et que ça m'a été très utile d'être dans des espaces en non-mixité parce que quand je dis pour un large public, je me retrouve la plupart du temps avec des personnes blanches, middle class et cis, qui vont pas forcément et que moi, je fais un tour de pronom et je suis la seule personne yel. Ah, ok. Bon, alors il y a un petit... Bon, voilà, et j'ai fait des séances aussi en accent vraiment... j'ai envie d'être avec d'autres personnes qui me ressemblent, des personnes trans, non-binaires. Et alors, mais franchement, c'est pas les mêmes personnes qui viennent. On prend le temps, on déconstruit, il y a vraiment une autre écoute qui se crée. Et là se pose la question aussi de l'argent. Parce que on n'a pas parlé de tout ça, mais je pense qu'il y a aussi, quand on parle d'accessibilité, c'est que moi, si je continue ces ateliers, j'aurais besoin d'être subventionnée. Parce que c'est pas les personnes vont pouvoir mettre moins d'argent, parce que c'est comme ça. Que d'autres personnes qui sont dans un train de vie normal, mainstream, habituel. Et je pense que c'est super que les projets que vous lanciez puissent être libres d'accès, enfin qu'il y ait des espaces safe, en non-mixité et gratuits. Parce qu'il y a aussi vraiment une temporalité queer, temporalité trans et un compte en banque, un état des comptes en banque qui est différent. Voilà. Et ça, on peut le faire grâce d'ailleurs au soutien à la ville qui nous accompagne de la gratuité pour les personnes trans. Ouais. Je peux juste dire deux remarques. C'est un peu délié de ce qui a été dit, parce que c'était dit il y a une demi-heure, mais je voulais dire quand même deux choses. La première, c'est sur la question de distribution des rôles, qui était soulevée par quelqu'un derrière là. Je voudrais juste rappeler que si on parle d'une œuvre, et donc d'un plateau, le plateau c'est l'endroit de la poésie, bon, quand même, et ça me faisait penser à la pièce de Christophe Honoré qu'il a remontée là à Paris, qui s'appelle Les Idoles, où il met en scène toutes ces idoles des années 80, qui sont toutes mortes aussi là. C'est Serge Danet, des cahiers du cinéma, c'est Cyril Collard, Henri Guibert, etc. Et les rôles sont indifféremment joués par des hommes, par des femmes. Il y a Marina Foïs, Dana qui joue, Hervé Guibert, Serge Danet, etc. Et c'est pas un sujet, en fait. Parce que derrière, il y a du talent, de l'écriture, un vrai projet et une place pour la poésie. Donc pour répondre à ta question, je pense que oui, c'est possible, bien sûr, mais il faut aussi regarder, on parle de projets artistiques quand même, et ça, du coup, ça convoque aussi d'autres choses. C'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, oui, sur la cage aux folles, qui est toujours un sujet, moi, qui c'est pas grave qu'il y ait la cage aux folles s'il n'y a que la cage aux folles. Au moment de la cage aux folles, il y avait quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Lionel Sucade, qui est entré à la Cinémathèque française depuis, qui faisait à l'époque des films très underground, qui étaient très peu vus, mais qui existaient et qui montraient d'autres choses. Une homosexualité un peu plus souterraine, mais plus sombre, mais ça existait, mais juste, c'était pas vu, c'était pas diffusé, c'était pas distribué, voilà. Donc il y a toujours, l'important c'est d'avoir plusieurs représentations, d'avoir plusieurs points de vue, d'avoir la totalité de la photo. On va piocher là où on veut. Voilà, et ça c'est la volonté politique des lieux, des programmateurs, etc., de donner à voir toutes ces représentations parce qu'elles sont multiples et que du coup la cage aux folles, on se fout si par ailleurs il y a plein d'autres choses. Voilà, c'est deux choses que je peux dire. Merci beaucoup pour l'intervention. Et merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ça. Malheureusement, on arrive vers la fin de cette journée. Voilà, juste pour savoir les prochaines étapes, j'ai l'impression que c'est quand même nécessaire ce type de moment, donc merci d'être présente à cet événement qu'on va essayer de continuer. Donc le 17 mai, nous on va faire un spectacle, comme Nino le disait tout à l'heure, une scène ouverte, on va continuer d'inviter des artistes trans, non-binaires à venir participer le 17 mai, donc qui est la journée de lutte mondiale contre la transphobie et l'homophobie au théâtre du Hangar. On va vous tenir informés.